Je n'avais pas l'intention d'écouter. Je me tenais juste derrière les portes vitrées, tenant un plateau de nourriture que j'avais passé tout l'après-midi à préparer. Le grill était encore chaud. Les assiettes étaient tièdes dans mes mains. C'était le dîner hebdomadaire d'Adam. Ses amis, son espace, ou du moins c'est ainsi qu'il le décrivait. Puis je l'ai entendu rire. Pas le rire désinvolte qu'il utilisait avec moi, mais celui, fort et confiant, qu'il réservait aux autres hommes. Le genre de rire qui remplit une pièce et exige l'approbation. Je doute que cette farce de mariage survive une année de plus, a dit Adam. Elle n'est plus du tout à mon niveau. Les mots m'ont frappé avant que je puisse bouger. Dans le jardin, ses amis se penchaient en arrière sur leurs chaises, les verres levés. Quelqu'un a applaudi. Quelqu'un a ri plus fort que les autres. J'ai vu des hochements de tête, de l'approbation, de la fierté. Ils étaient assis sur des meubles que j'avais choisis, mangeaient de la nourriture que j'avais payée, buvaient du vin que j'avais gardé, et ils célébraient mon remplacement. Pendant quelques secondes, je suis resté parfaitement immobile. Mon corps semblait gelé, mais mon esprit était douloureusement lucide. J'ai regardé Adam accepter leur approbation comme une récompense. Je l'ai regardé rayonner comme s'il avait enfin dit quelque chose de courageux au lieu de cruel. Personne ne m'avait encore remarqué. C'est ce qui faisait le plus mal. Pas seulement l'insulte, mais le confort avec lequel elle s'installait dans la pièce. Ce n'était pas un lapsus. C'était répété, rabâché, validé. J'ai alors réalisé qu'il ne s'agissait pas d'une mauvaise soirée ou d'un commentaire négligent. C'était ainsi qu'il parlait quand il croyait que je n'écoutais pas. C'était qui il était quand il se pensait en sécurité. J'ai posé le plateau doucement. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas interrompu. Je ne suis pas entré en trombe pour exiger des explications. Je suis simplement resté là, assez longtemps pour comprendre une chose. Ce mariage était déjà terminé. La seule question qui restait était combien de temps j'étais prête à faire semblant de ne pas le savoir. Avant cette nuit-là, les gens me décrivaient souvent comme chanceuse, chanceuse d'avoir une entreprise prospère, chanceuse d'avoir un mari charmant en public, chanceuse de vivre la vie que tout le monde supposait facile. Ce qu'ils ne voyaient jamais, c'était avec quel soin je me faisais plus petite. J'ai bâti mon entreprise à partir de travaux en freelance sur une table de cuisine, bien avant qu'Adam ne parle de devenir entrepreneur. Quand l'entreprise a commencé à croître, je gérais les contrats, les clients, les nuits tardives. Adam s'occupait des histoires, des idées, des rêves qui ne dépassaient jamais le stade de la discussion. Chaque fois qu'une de ces entreprises échouait, j'absorbais la perte en silence. Je me disais que le mariage signifiait la patience. Je me disais que le soutien était de l'amour. Je me disais que le succès était quelque chose que nous partagions, même quand j'étais la seule à le gagner. Quand mes revenus ont dépassé les siens, j'ai arrêté de mentionner les chiffres. Quand les clients louaient mon travail, je redirigeais le crédit. Quand ils plaisantaient en se qualifiant de visionnaire, je souriais et le laissais dire. Parce que protéger son ego semblait plus facile que d'affronter la vérité. Je suis devenu la calme, la raisonnable, celle qui maintenait tout en marche tout en feignant de ne pas remarquer que l'équilibre avait disparu. Mes amis disaient, vous formez un couple si solide. Ce qu'ils voulaient dire, c'est que j'étais assez forte pour nous deux. Et j'ai accepté ce rôle sans poser de questions jusqu'à la nuit où j'ai entendu mon mariage être décrit comme une farce. Debout derrière ces portes, j'ai compris quelque chose avec une clarté terrifiante. Je n'avais pas été malchanceuse en amour. J'avais été loyale envers quelqu'un qui ressentait secrètement du ressentiment pour la vie que j'avais bâtie. Et une fois que j'ai vu ça, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Je n'ai pas répété ce que j'allais dire. Il n'y a pas eu de montée dramatique, pas de discours se formant dans ma tête, juste une certitude calme s'installant dans ma poitrine alors que je poussais la porte vitrée. Les rires se sont arrêtés instantanément. Adam s'est tourné vers moi le premier, son sourire encore à moitié formé, figé dans l'espace entre l'assurance et le choc. Ses amis ont suivi, les yeux fuyants, les verres s'abaissant, les corps se raidissant comme des enfants pris à faire quelque chose qu'ils savaient mal. Je suis entré et j'ai posé le plateau sur la table. Pourquoi attendre un an, ai-je dit, ma voix stable, presque polie. Mettons-y fin ce soir. Personne n'a parlé. Adam a ouvert la bouche, puis l'a refermée. La version de lui qui savait comment se sortir de n'importe quelle situation n'avait soudain rien de préparé. Je n'ai pas accusé. Je n'ai pas posé de questions. Je n'ai pas exigé une explication que j'avais déjà.
Je ne voudrais pas que tu sois piégé dans un mariage que tu ne respectes manifestement pas, ai-je continué, surtout avec quelqu'un de si loin en dessous de ton niveau. Un de ses amis a baissé les yeux vers le sol. Un autre a fait semblant de regarder son téléphone. L'approbation qu'ils avaient été si généreux à accorder quelques secondes plus tôt s'était évanouie. Adam a finalement retrouvé sa voix. Elena, on ne faisait que parler. Tu as sorti ça de son contexte. J'ai secoué la tête une fois. Ceci est le contexte, ai-je dit. Voilà qui tu es quand tu penses que je n'écoute pas. Puis je me suis retourné et je suis rentré dans la maison. Je n'ai pas attendu qu'ils me suivent. Je ne suis pas resté pour voir ses amis se disperser. Je n'ai pas regardé en arrière pour voir si le regret avait enfin atteint son visage. Pour la première fois depuis des années, je ne suis pas resté pour gérer ses émotions. J'avais prononcé la phrase qui comptait. Tout ce qui suivait n'était que de la logistique. Je suis allé directement à la chambre, pas la chambre d'amis, pas le canapé, la chambre qui contenait encore l'illusion de nous. J'ai sorti ma valise du placard et l'ai posée ouverte sur le lit. Les mouvements semblaient presque mécaniques, comme une mémoire musculaire d'une vie pour laquelle je ne me souvenais pas m'être entraîné. J'ai emballé ce qui comptait. Les vêtements de travail en premier. Les blazers que je portais aux réunions auxquelles il n'assistait jamais. Le sac d'ordinateur qui contenait toute ma vie professionnelle. Les bijoux que je m'étais achetés après de grosses affaires. Chaque pièce, une célébration silencieuse que je n'avais jamais annoncée. J'ai laissé de côté les choses liées aux souvenirs. Celles-là pouvaient rester. Je ne fuyais pas. Je me séparais. Adam est apparu dans l'embrasure de la porte. Le souffle court. Les cheveux plus parfaitement coiffés. Elena, s'il te plaît, a-t-il dit. Parlons-en. Il n'y a rien à dire, ai-je répondu sans me retourner. Tu as déjà tout dit. Il a essayé de s'approcher. Tu réagis de manière excessive. Ce n'était que des mots. Des discussions de mecs. J'ai fermé la valise et lui ai finalement fait face. Tu n'as pas plaisanté sur le fait de partir, ai-je dit. Tu as plaisanté sur le fait de me remplacer. La pièce est redevenue silencieuse. Je suis au courant pour l'avocat, ai-je continué. Je suis au courant du compte que tu as ouvert sans me le dire. Et je sais que tu dis aux gens qu'il est difficile de travailler avec moi. Son visage a perdu toute couleur. Comment sais-tu ça? Parce que je prêtais attention depuis plus longtemps qu'il ne le pensait. J'ai soulevé la valise du lit. Je ne pars pas parce que tu m'as embarrassé, ai-je dit. Je pars parce que tu avais prévu de m'effacer. Pour la première fois de la soirée, il n'avait plus rien à dire. Et j'ai réalisé autre chose dans ce silence. Je ne faisais pas mes valises dans le chagrin. Je les faisais dans la lucidité. Je venais de fermer la valise quand mon téléphone a vibré. Un message, numéro inconnu. Vérifie les jeudis soirs de ton mari. Tu mérites de savoir ce qu'il a préparé. J'ai fixé l'écran, mon pouls régulier d'une manière qui m'a surprise. Je n'étais pas confuse. Je n'avais pas peur. Quelque chose en moi savait déjà que ce n'était pas une coïncidence. Un autre message a suivi quelques secondes plus tard. Je suis désolé que ça m'ait pris autant de temps. Je ne savais pas comment l'arrêter. Le nom est alors apparu. Mark Reynolds. L'ami le plus proche d'Adam. Celui qui avait porté le toast le plus fort. Celui qui avait détourné le regard quand j'avais parlé. Je suis sorti dans le couloir pour prendre l'appel. La voix de Mark était basse, tendue, comme quelqu'un qui retient sa respiration. Elena, je sais que c'est le pire moment possible, mais tu dois entendre ça maintenant. Dis-le. Ce que tu as entendu ce soir n'était pas une blague. C'était une partie d'un plan. Le mot au plan a résonné durement. Pendant des mois, a-t-il continué. Ces jeudis soirs n'étaient pas des dîners. C'étaient des réunions de stratégie. Adam a documenté tout ce que tu fais. Les emails, les nuits tardives, les décisions. Il constitue un dossier. Un dossier pourquoi, ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. Pour te faire passer pour instable, a dit Mark, afin qu'il puisse prendre le contrôle de l'entreprise et s'en tirer sans rien. Le couloir m'a semblé soudainement trop silencieux. J'ai des preuves, a-t-il ajouté. Des messages, des notes, des captures d'écran. Je ne pouvais plus le supporter. J'ai fermé les yeux un instant. Ce n'était plus de la trahison.
C'était une campagne. Et pour la première fois cette nuit-là, j'ai compris quelque chose clairement. Mettre fin au mariage n'était que le début. Nous nous sommes rencontrés le lendemain matin dans un café tranquille de l'autre côté de la ville. Marc était arrivé en avance, déjà assis, son café intact. Il paraissait plus petit que la veille. Comme si la confiance qu'il portait si facilement en présence d'Adam s'était finalement fissurée. Il y a un nom pour ça, a-t-il dit avant que je puisse m'asseoir. Adam appelait ça le projet écran de fumée. Je n'ai pas réagi. J'ai simplement attendu. Il disait que s'il contrôlait l'histoire, il pourrait contrôler le résultat. Marc a continué, si les gens croyaient que tu étais instable, émotive, difficile, personne ne se demanderait pourquoi il a pris le contrôle. Il a fait glisser son téléphone sur la table. Des messages remplissaient l'écran. Des discussions de groupe. De longs fils de conversation. Les mots d'Adam, sans équivoque. Documenter tout. Présenter ça comme de l'inquiétude. Laissez-la penser qu'elle réagit de manière excessive. Si elle se met en colère, ça nous aide. Mon estomac s'est noué, mais ma main est restée stable. Ils ont planifié ça comme un lancement d'entreprise, a dit Marc doucement. Des rôles, des échéanciers, des points de discussion. Chaque jeudi soir, Adam nous mettait à jour. Ce que tu avais dit cette semaine-là, ton apparence lors des réunions, qui avait remarqué que tu travaillais tard. J'ai fait défiler plus loin. Des notes sur le ton de mes emails, des photos prises à travers les fenêtres du bureau, des conversations réécrites pour paraître menaçantes ou erratiques. Il disait que tu changeais, a ajouté Marc. Que le succès t'était monté à la tête, que tu devais être géré avant de tout détruire. Je l'ai regardé. Et tu l'as cru. Au début, je pensais qu'il se défoulait, a-t-il admis. Puis il est devenu clair qu'il n'était pas en colère. Il était méthodique. Mon café a refroidi entre nous. Il voulait te quitter, a dit Marc, mais pas les mains vides. Il voulait l'entreprise, la réputation, la sympathie. Il voulait partir en ayant l'air d'être le raisonnable. Je me suis penché en arrière sur ma chaise, respirant lentement. Ce n'était pas de la cruauté née de l'émotion. C'était du calcul. Et les autres, ai-je demandé. Ils ont suivi, a dit Marc, parce que c'était plus facile que de le dénoncer. Parce que personne ne veut croire que son ami est capable d'une chose aussi laide. Je me suis levé, prenant mon sac. Envoie-moi tout, ai-je dit. Chaque message, chaque note. En sortant, une vérité s'est installée fermement. Adam ne m'avait pas sous-estimé. Il avait pris mon silence pour de la faiblesse, et cela allait tout lui coûter. Cet après-midi-là, Marc a envoyé les fichiers, des dizaines. J'ai ouvert le premier dossier et j'ai immédiatement compris à quel point c'était profond. Des documents juridiques, des formulaires d'enregistrement, une nouvelle entreprise créée avec un nom juste assez proche du mien pour créer la confusion. Même secteur, même langage, même promesse. Adam avait construit une version fantôme de mon entreprise. Il disait que c'était un plan de secours, a expliqué Marc au téléphone, au cas où tu ne coopérerais pas. Ne coopérerais pas, comme si j'étais un obstacle au lieu d'être la fondation. J'ai parcouru les échéanciers montrant quand l'entreprise avait été enregistrée, quand les premiers emails de prospection avaient été rédigés, quand les points de discussion avaient été préparés. Ce n'était pas impulsif. C'était rythmé, réfléchi, conçu pour être activé au moment où il me dépeindrait comme instable. Il y avait plus. Une liste d'employés, des noms, des notes, des points faibles. Parent seul, a besoin de stabilité, ambitieux, veut une promotion, loyal envers Elena, à convaincre avec soin. Je me suis rassise sur ma chaise, la pièce soudainement très calme. Ils avaient étudié mon équipe comme un inventaire. Adam n'essayait pas seulement de me quitter. Il essayait de démanteler la vie que j'avais construite pièce par pièce et de la reconstruire à son image. Avec mes gens, mes clients, ma réputation dépouillée et réutilisée. Pendant un instant, la colère a flambé, chaude et vive. Puis elle est passée. La colère obscurcit le jugement et j'avais besoin de clarté. J'ai appelé la seule personne qui pouvait entendre cela sans sourciller. Mon avocate. Je n'ai pas pleuré pendant cet appel. Je n'ai pas dramatisé. J'ai exposé les faits de la même manière que je le ferais lors d'une réunion du conseil d'administration. Il y a eu une pause à l'autre bout du fil. Puis elle a dit, ne lui répondez pas.
Ne l'avertissez pas. À partir de maintenant, nous agissons discrètement. J'ai de nouveau regardé les fichiers, l'arrogance de supposer que je m'effondrerais avant de pouvoir m'organiser. Adam pensait que je réagirais émotionnellement. Ce qu'il avait oublié, c'était ceci: j'ai bâti une entreprise en restant calme sous la pression. Et ce n'était qu'une autre crise à résoudre. Diane Holloway a écouté sans interrompre. Pas une seule fois. J'étais assise en face de son bureau, l'ordinateur portable ouvert, les dossiers soigneusement étiquetés, tandis qu'elle examinait les preuves avec la concentration de quelqu'un qui avait vu toutes sortes de tromperies et n'était impressionné par aucune d'entre elles. Quand j'ai eu fini, elle s'est penchée en arrière sur sa chaise. Ce n'est pas un désaccord conjugal, a-t-elle dit. C'est une tentative coordonnée de vous évincer de votre propre entreprise. Son ton était calme, presque clinique. Elle a commencé à esquisser les étapes avec précision. Injonction d'urgence, restriction temporaire d'accès, conservation des dossiers, silence sur tous les canaux internes jusqu'à ce que la protection juridique soit en place. Ne répondez à aucune accusation, a-t-elle dit. Laissez-les en suspens. Nous répondrons avec des faits. J'ai hoché la tête, passant déjà en mode exécution. Votre mari croit que la pression émotionnelle vous fera déraper, a poursuivi Diane. Les hommes comme lui comptent sur les réactions. Vous n'allez pas lui en donner une. Avant que je quitte son bureau, elle m'a arrêté. Encore une chose, a-t-elle dit. Les gens comme votre mari agissent rarement seuls. Une fois la pression appliquée, d'autres commenceront à parler. Elle avait raison. Cette nuit-là, mon téléphone s'est illuminé de messages de numéros dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Des excuses enveloppées d'explications, des demi-confessions, des avertissements discrets. Le silence autour d'Adam se brisait. Et pendant qu'il était occupé à construire des récits, je faisais ce que j'avais toujours fait de mieux, je me préparais. Parce que le prochain coup ne se jouerait pas dans une salle d'audience ou une chambre. Il se jouerait dans une salle de conseil. Cette nuit-là, je suis resté seul dans une chambre d'hôtel du centre-ville. La pièce était silencieuse d'une manière que ma maison n'avait jamais été. Pas de voix, pas de tension cachée derrière la politesse, juste le silence et les lumières de la ville par la fenêtre. Pour la première fois depuis que tout avait commencé, le poids de tout cela m'a finalement frappé. Je me suis assise sur le bord du lit, encore dans mes vêtements de travail, fixant le vide. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais d'épuisement. 12 ans à porter plus que ma part m'avaient rattrapé en une seule soirée. J'ai pleuré alors, pas fort, pas de façon dramatique, juste assez pour lâcher la pression. J'ai pleuré pour la version de moi-même qui avait confondu la loyauté avec l'effacement de soi. Pour les nuits où je travaillais tard en me disant que son ressentiment était temporaire. Pour chaque fois où j'ai adouci mon succès pour qu'il puisse se sentir plus grand. Quand les larmes se sont arrêtées, autre chose a pris leur place. La concentration. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à me préparer pour le matin. Des diapositives, des échéanciers, des ventilations de revenus. Chaque fait, clair et indéniable. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de vérité. À minuit, la pièce ressemblait moins à un hôtel qu'à un centre de commandement. Des notes étalées sur le bureau. Des fichiers synchronisés et sauvegardés 2 fois. Adam pensait que le lendemain serait consacré au contrôle de l'histoire. Il avait tort. Il s'agirait de la terminer. Je suis arrivé au bureau avant le lever du soleil. Le bâtiment était silencieux, le genre de calme qui n'existe qu'avant que quelque chose d'irréversible ne se produise. La sécurité m'a salué de la tête en passant. Les agents de nettoyage m'ont fait un signe. Des gens qui m'avaient vu ici à toute heure au fil des ans, des gens qui savaient qui travaillait vraiment. Les lumières de la salle de conférence se sont allumées une par une. Je me suis installé méthodiquement. Les dossiers financiers à une extrémité de la table, les contrats clients à l'autre, un seul écran à l'avant attendant des diapositives qui ne flatteraient personne. À 10 heures précises, Adam est entré. Il arborait l'expression confiante que j'avais vue 1000 fois. Le sourire qui suggérait le contrôle, la posture d'un homme qui croyait que la pièce se plierait à sa volonté. Il a commencé à parler avant que quiconque puisse le faire. Je sais qu'il y a eu des inquiétudes concernant une instabilité récente, a-t-il dit, jetant un bref regard dans ma direction. Je veux rassurer le conseil que je prends des mesures pour protéger l'entreprise. C'est alors que Diane s'est levée. Nous ne discuterons pas d'opinion, a-t-elle dit calmement. Nous discuterons de preuves. L'atmosphère a changé.
Je me suis levé à mon tour et j'ai allumé l'écran. La première diapositive est apparue. Des messages, des dates, ces mots. Documenter tout. Présenter ça comme de l'inquiétude. Si elle réagit émotionnellement, ça nous aide. Le visage d'Adam s'est crispé. Ces messages ont été sortis de leur contexte, a-t-il dit rapidement. C'est une affaire personnelle qui est traînée dans les affaires. J'ai cliqué sur la diapositive suivante. Une ventilation des revenus. 2 colonnes. Mon nom, son nom. Sur 2 ans, chaque contrat majeur était attribué, négocié, conclu, géré. Ma colonne était pleine. La sienne était vide. Un membre du conseil s'est penché en avant. Adam, a-t-elle demandé, pouvez-vous identifier un seul compte que vous avez personnellement obtenu pendant cette période? Il a ouvert la bouche. Rien n'en est sorti. Je suis passé à la diapositive suivante. Des témoignages de clients, des emails louant le leadership, la stratégie, l'exécution. Tous adressés à moi. Plusieurs mentionnaient ne tolérer la présence d'Adam que par courtoisie. La pièce est devenue plus froide. Puis la dernière diapositive, les documents d'enregistrement de l'entreprise fantôme. Même marché, nom similaire, échéancier de prospection prévu. Ceci, ai-je dit d'une voix égale, était conçu pour être activé une fois que j'aurais été discrédité. Adam s'est levé brusquement. C'est un malentendu. Marc avait son propre agenda. Vous savez tous à quel point Elena peut être émotive. C'était son erreur. Un des clients a alors pris la parole, calme, mesuré. Nous n'avons jamais considéré Adam comme un décideur, a-t-il dit. Elena et cette entreprise. Silence. Le genre de silence qui engloutit les arguments. Adam s'est rassis lentement, sa confiance disparue, remplacée par un calcul arrivé trop tard. Diane a fermé son dossier. Le conseil a tout ce dont il a besoin, a-t-elle dit. Et à ce moment-là, l'histoire qu'Adam avait passé des mois à écrire s'est effondrée sous le poids de la vérité. Pas avec des cris, pas avec du drame, mais avec des faits qu'il ne pouvait pas fuir. Une fois la réunion du conseil terminée, le silence n'est pas revenu. Il s'est fissuré. En quelques heures, mon téléphone s'est rempli de messages que je ne m'attendais pas à recevoir. Pas d'Adam, mais des gens qui l'entouraient, des épouses, des petites amies, des relations d'affaires qui s'étaient assises silencieusement dans les pièces où les plans étaient élaborés. Un message est venu de Laura, l'épouse d'un des amis les plus proches d'Adam. Elle a écrit, je l'écoute rentrer à la maison et se vanter depuis des mois. J'ai commencé à enregistrer parce que quelque chose me semblait anormal. Elle a envoyé des fichiers audio, des rires, des explications détaillées sur la façon dont il prévoyait de me piéger, la confiance avec laquelle Adam décrivait ma supposée dépression. Un autre message a suivi d'Emily, une femme que je n'avais rencontrée que 2 fois lors de dîner. Elle a joint des captures d'écran, des brouillons de mails, des listes de clients avec des notes sur qui serait le plus facile à manipuler, des employés réduits à des puces et des vulnérabilités. Il est devenu clair qu'il ne s'agissait pas seulement de mon mariage. C'était un schéma. Des hommes se coachant mutuellement sur la façon de garder le contrôle tout en paraissant raisonnable, enseignant la manipulation comme une stratégie, l'appelant leadership. Diane a examiné les nouvelles preuves sans émotion. Cela dépasse les litiges civils, a-t-elle dit. Cela devient une intention, et l'intention change tout. Je ne me sentais pas triomphante. Je me sentais stable, car lorsque la vérité fait enfin surface, elle arrive rarement d'un seul coup. Elle vient par vagues, portée par des gens fatigués de se taire. Adam avait bâti son plan en privé. Il se délitait en public, et il n'y avait aucun moyen de l'arrêter maintenant. Le divorce a été finalisé des mois plus tard, par un matin gris qui m'a semblé plus calme que prévu. Pas de voix haute, pas d'accusation, pas de dernière tentative pour réécrire le passé. Adam était assis en face de moi à la table, plus petit en quelque sorte. La confiance qui remplissait autrefois chaque pièce avait disparu, remplacée par une attention qu'il ne pouvait cacher. Il ne m'a pas regardé lorsque les papiers ont été placés devant lui. Diane a passé en revue les termes une dernière fois. Je conservais la pleine propriété de l'entreprise. La maison, toute la propriété intellectuelle. Il n'y aurait pas de pension alimentaire ni de réclamation future. Une clause de non-concurrence stricte le tiendrait éloigné du secteur qu'il avait tenté de voler. L'avocat d'Adam n'a rien dit. Il n'y avait plus rien à négocier. Au moment de signer, Adam a hésité.
Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin, a-t-il dit doucement. J'ai croisé son regard pour la première fois de la journée. Tu avais prévu que ça aille exactement aussi loin, ai-je répondu. Tu ne t'attendais simplement pas à perdre. Il a hoché la tête une fois et a signé. En se levant pour partir, il a murmuré des excuses. Elle semblait répéter, tardive, sans poids. Je n'ai pas répondu, car la vraie conclusion ne venait pas des mots. Elle venait du fait de sortir de cette pièce avec mon nom intact, mon travail protégé et mon avenir enfin mien. La vie n'est pas devenue magiquement facile après le divorce. Elle est devenue claire. L'entreprise s'est stabilisée plus vite que quiconque ne l'avait prévu. Les décisions qui prenaient autrefois des jours prenaient maintenant des minutes. Les réunions se terminaient à l'heure. La tension qui avait vécu tranquillement en arrière-plan avait disparu, et à sa place se trouvait un élan. Les clients l'ont remarqué. L'équipe aussi. Sans l'interférence d'Adam, les projets avançaient proprement. De nouveaux contrats sont arrivés. Des opportunités que j'avais autrefois reportées par considération étaient soudainement possibles à nouveau. Mais le changement le plus inattendu est venu par ma boîte de réception. Des messages de femmes que je n'avais jamais rencontrées. Elles écrivaient avoir entendu des conversations similaires, avoir été lentement dépeintes comme difficiles, émotives, instables, s'être effacées pour maintenir la paix avec des hommes qui ressentaient secrètement du ressentiment pour leurs compétences. Elles ne me remerciaient pas pour la vengeance. Elles me remerciaient pour la clarté. Un message m'est resté. Je pensais que j'étais folle jusqu'à ce que j'entende votre histoire. Maintenant, je sais que j'étais gérée, pas aimée. Adam a envoyé une lettre pendant cette période, longue de 3 pages, au ton apologétique, mais défensive sur le fond. Même dans le regret, il revendiquait un crédit partagé pour mon succès. Je l'ai lu une fois, puis je l'ai classé et j'ai fermé le tiroir à clé. Non par colère, mais comme un rappel. Certaines personnes se tiennent dans les ruines de ce qu'elles ont détruit et croient toujours mériter une part de ce qui a survécu. Je n'avais plus besoin de me justifier. J'étais occupé à construire à nouveau. Je l'ai vu des mois plus tard dans une épicerie, un après-midi de semaine tranquille. Il se tenait dans l'allée, comparant les prix, les épaules légèrement voûtées, la confiance qu'il annonçait autrefois disparue. Ses vêtements étaient ordinaires, sans particularité. Il ressemblait à quelqu'un essayant de ne pas se faire remarquer. Pendant un instant, nos regards se sont croisés. J'ai immédiatement reconnu l'hésitation, l'instinct de s'approcher, d'expliquer, de revendiquer une version de lui-même qui n'existait plus. Il a fait un pas vers moi, puis s'est arrêté. Non pas parce que j'avais l'air en colère, mais parce que je ne le regardais pas du tout. J'ai reporté mon attention sur l'étagère en face de moi, lisant les étiquettes, prenant une décision, continuant ma journée. La même concentration calme que j'utilisais en réunion. La même indifférence réservée aux problèmes déjà résolus. Du coin de l'œil, je l'ai vu abandonner son chariot et se détourner rapidement, comme si rester plus longtemps le forcerait à affronter quelque chose qu'il ne pouvait défaire. Je n'ai pas ressenti de satisfaction. Je me suis senti libre. Parce que le contraire de l'amour n'est pas la haine. C'est l'indifférence. Et dans cette allée, sous les néons et les choix ordinaires, j'ai compris la vérité finale. Le vrai pouvoir n'a jamais été de prouver ma valeur. C'était de ne plus avoir besoin qu'il la voie. Pendant longtemps, j'ai pensé que la vengeance signifiait regarder quelqu'un tomber. J'avais tort. La vengeance n'est pas la destruction. C'est la séparation. C'est le moment où vous arrêtez de vous disputer avec quelqu'un qui a déjà décidé de ne pas vous voir clairement. Adam n'a pas perdu parce que je l'ai dénoncé. Il a perdu parce que j'ai arrêté de le porter. Je n'ai pas gagné en criant ou en l'humiliant. J'ai gagné en disant la vérité une fois, en protégeant mon travail et en avançant sans traîner son ego derrière moi. S'il y a une chose que je veux que vous reteniez de cette histoire, c'est ceci, prêtez attention au schéma, pas aux promesses. Écoutez comment quelqu'un parle de vous quand il pense que vous n'écoutez pas. Et ne confondez jamais le silence avec la paix. Si cette histoire vous a semblé familière, vous n'êtes pas seul. On apprend à trop de gens à se faire plus petits pour être aimés. On dit à trop de gens que l'endurance est la même chose que la loyauté. Ce n'est pas le cas. Si le parcours d'Elena a résonné en vous, prenez un moment pour aimer cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre, et dites-moi dans les commentaires quel moment vous a le plus marqué. Abonnez-vous à l'art de la vengeance pour plus d'histoires réelles sur la force, les limites et la justice silencieuse. Parce que la fin la plus puissante n'est pas la vengeance.
c'est la liberté.